On va aller sur le terrain en Ukraine, en Russie et dans les eaux maritimes françaises, puisque on va s'intéresser à cette guerre hybride que la Russie entend livrer à l'Europe. Et puis plus généralement, on va parler de ce qui se passe et retourner sur le front ukrainien. Et pour ça, eh bien, on a un témoin exceptionnel ce soir sur notre plateau, Anastasia Fomitchova. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous avez été notamment élevée en France, mais vous êtes ukrainienne et vous avez décidé de repartir sur le front en Ukraine. Vous y repartez d'ailleurs, je crois, le 20 octobre, vous y retournez. Voilà. Et vous êtes engagée comme infirmière de combat. Vous venez de signer un livre qui est bouleversant sur votre expérience sur le front. On va évidemment en parler avec vous. À vos côtés, Pierre Verluise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, directeur du site diploweb.com. Guillaume Ancel, bonsoir. Vous nous avez rejoint, ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, aux éditions Autrement. Et puis à vos côtés, Aude Soufi Burridge. Rebonsoir Aude, journaliste spécialiste des questions internationales pour France Info. Alors, on va ouvrir cette page en allant d'abord sur le terrain de l'actualité avec ce qui s'est passé avec ce mystérieux bateau, supposément de la flotte fantôme russe, qui mouille au large de Saint-Nazaire. On regarde tout de suite le reportage, le dernier décryptage de Camille Gutin, et on en parle juste après. En montant sur le pétrolier le Boraquet, les militaires français s'attaquent à la flotte fantôme russe et mettent la pression sur Moscou. Une flotte d'environ 900 bateaux qui circulent la plupart du temps en mer Baltique. Ces navires rapportent selon la France 30 milliards d'euros à l'économie russe, un système que l'Europe veut faire dérailler. Nous avons décidé de passer un pas en allant vers des politiques d'entrave. Quand dans nos eaux, on a des bateaux suspects qui participent de ces trafics. Et donc pour réduire évidemment la capacité de la Russie à continuer de se financer par ce biais et de financer son effort de guerre. Après la guerre en Ukraine, les Européens interdisent à la Russie d'exporter son pétrole en Europe. Alors pour contourner l'embargo, Moscou développe sa flotte fantôme et la technique du transbordement. En pleine mer, un pétrolier russe transfère du pétrole à un autre bateau qui lui est intraçable. C'est ce navire qui vendra le pétrole à l'étranger. Ça leur permet à faire du commerce. En fait, ça permet de vendre à deux acteurs importants qui sont la Chine et l'Inde, plutôt des gros raffineurs. Si ces bateaux sont aussi appelés fantômes, c'est parce qu'ils savent se rendre invisibles. Le Boraquet a changé au moins 5 fois de nom. En avril, sur ces images, il s'appelait par exemple Kiwala. Les vaisseaux n'hésitent pas aussi à hisser des pavillons de nationalités différentes pour tromper les autorités et à éteindre leur système de radar, ce qui les rend indétectables. Cette flotte fantôme est aussi soupçonnée d'être à l'origine de sabotages comme des câbles coupés en mer Baltique ou de servir de base de lancement pour des drones. Anastasia Fomitchova, on va revenir plus tard dans l'émission sur vraiment ce que vous avez vécu et retranscrit dans votre livre sur la ligne de front. Mais dans votre livre, vous évoquez notamment le fait vous parlez déjà un petit peu de cette guerre hybride, de cette volonté qu'a la Russie de s'étendre, ou en tout cas de provoquer. Et peut-être que les Européens, notamment nous les Français, on n'en a toujours pas bien conscience. On se dit, il n'y a pas de combat. Tant qu'il n'y a pas de combat à Strasbourg ou à Paris, c'est qu'il n'y a pas la guerre. C'est pas tout à fait ce que vous dites. Oui, en fait, l'erreur stratégique, ça a été de décorréler ce qui se passait en Ukraine de la sécurité de l'Europe tout entière et de la sécurité du continent européen. En l'occurrence, ce qui se passe aujourd'hui avec cette flotte fantôme, il s'agit aussi de mécanismes de contournement des sanctions qui ont été mises en place déjà après 2014, mais surtout depuis 2022. En l'occurrence, la Russie trouve les moyens de contourner les sanctions, bien qu'elles soient efficaces, mais pour continuer à mener cette guerre d'agression et cette guerre hybride contre l'Europe, contre le continent européen. Donc, en l'occurrence, les deux sont extrêmement liés. Pierre Verluise, et puis après on va parler un petit peu, j'allais dire, opération, mais Pierre Verluise, justement sur ce que disait Anastasia, cette flotte fantôme, elle date pas d'hier, elle date du début de la guerre, au moins, peut-être même d'avant. Est-ce que les Russes ont toujours été habitués à utiliser des moyens, j'allais dire, divergés, et on a l'impression qu'on la découvre aujourd'hui et qu'il y a un petit réveil aujourd'hui. Est-ce qu'une fois de plus, l'Europe n'a pas été un peu lente ou naïve ? Le concept de flotte fantôme ne fait pas toujours l'unanimité, mais l'idée, c'est que des pays qui ont l'intention de contourner des sanctions trouvent un moyen sous les radars pour pouvoir continuer à vendre
les ressources dont ils ont besoin pour maintenir le régime ou faire la guerre. Il y a eu d'autres pays que la Russie qui l'ont fait. L'Iran s'est servi de flotte fantôme, le Venezuela, la Corée du Nord et la Russie, c'est le gros du paquet en ce moment. En termes de navires, c'est entre 600 et 1900 navires. Le poids moyen, c'est aux alentours de 1000. C'est énorme. Ce qui est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui y ont intérêt. C'est toujours comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire que si ça se passe comme ça, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce qu'il y a une convergence de forces pour cela. Et l'objectif, finalement, c'est d'arriver pour la Russie à sortir du pétrole soit par la Baltique, soit par Mourmansk, soit par Novorossiysk, pour l'acheminer vers des acheteurs. Et qui sont ces acheteurs ? Ils sont connus, c'est la Chine, c'est l'Inde et c'est la Turquie. La Turquie, dont je me suis laissé dire qu'elle était de l'OTAN et qu'elle était candidate à l'UE. Je ne sais pas si c'est exact encore. Mais en tout état de cause, il y a de la part de l'UE 444 navires environ qui sont identifiés comme faisant partie. Et ça irrite d'ailleurs justement les Européens. Il y a peut-être des négociations en ce moment entre les Européens et la Turquie pour... il y a beaucoup à dire ferme sur un ce peu sujet-là. le robinet. Sauf qu'avant de donner des leçons à la Turquie, les Européens devront arrêter totalement d'acheter des hydrocarbures russes, ce qu'ils ne font pas. Et encore aujourd'hui, Viktor Orban a répété qu'il n'allait pas. Oui, parce qu'il y a deux pays, c'est ça. Il y a deux pays en Europe qui continuent à acheter du pétrole russe. On aimerait penser qu'il n'y a que deux pays en Europe, la Hongrie et la Slovaquie. En réalité, quasiment tous les pays de l'Union européenne continuent d'acheter des hydrocarbures russes parce qu'on a du mal à s'en priver, on a du mal à trouver des alternatives. On est en train de trouver une certaine forme d'indépendance, mais la réalité, c'est que pendant des années, Vladimir Poutine a fait en sorte qu'on soit dépendant des hydrocarbures russes et que quand l'opération spéciale / guerre totale a éclaté, on a eu du mal à faire cette prise de conscience et à opérer. On les achète, l'Europe, y compris la France, on achète encore ce pétrole russe. Alors, on a parlé de la Hongrie et la Slovaquie, on l'achète directement aux Russes ou à nouveau, on ferme les yeux parce qu'on l'achète aux Turcs ou justement aux Indiens et qu'on est dans ce système circulaire. Alors ça dépend, mais clairement la Hongrie et la Slovaquie sont très clairs sur leurs achats d'hydrocarbures et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump nous a fait la leçon encore la semaine dernière et finalement sur le fond il a raison. On ne peut pas dire qu'on combat la Russie, qu'il faut combattre cette flotte fantôme sans être complètement indépendant des hydrocarbures russes. Oui, on importe notamment du GNL, du gaz naturel liquéfié. Guillaume Ancel, pour revenir un petit peu sur ce mystérieux bateau et sur l'opération qui a eu lieu, on en a beaucoup parlé hier, mais visiblement elle date plutôt du week-end dernier. Bon, l'enquête est en cours, il y a 2 personnes qui ont été mises en garde à vue, le commandant du navire est mis en examen pour ne pas avoir suivi tout simplement pour refus d'obtempérer. Mais est-ce qu'on a, alors vous n'avez peut-être pas des infos secrètes, mais est-ce qu'on sait un petit peu ce qui se joue en ce moment ? Il y a une enquête qui se poursuit, on a trouvé quoi ? Du pétrole dans les cuves, des drones, on ne sait pas ? En fait, l'enjeu, il est illustré par l'invitation d'Anastasia ce soir. Soit on continue à se faire croire, après 3 ans et demi de guerre, que la guerre, c'est pour les autres. Et qu'en gros, c'est bien qu'on les aide, mais s'ils pouvaient tenir la guerre chez eux, ce serait quand même mieux. Ouais, loin des yeux. Loin des yeux, loin du cœur. Soit on commence à se dire, mais en fait, c'est pas la sécurité de l'Ukraine qui est en jeu, c'est notre propre sécurité. Parce que l'affaire du tanker, elle doit être connectée avec l'affaire des drones, qui sont une provocation permanente actuellement, la violation de l'espace aérien de l'Estonie par 3 chasseurs russes, les cyberattaques dont on fait l'objet en permanence et dont on sait que ce sont des groupes qui sont juste liés à l'armée russe. Voilà. Et le problème, c'est que, c'est le sous-titre de mon livre, comment on défend la paix sans avoir peur de se battre ? Or, nous, les nations européennes, on est persuadés depuis 30 ans qu'on n'a plus à se battre. Les autres peuvent se battre. Les Américains continuent à se battre parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts dans le monde entier. Mais nous, dès qu'on dit, à un moment, il va falloir se battre, il va falloir montrer qu'on est capable de réagir, tout le monde prend peur. Rappelez-vous, le problème avec les drones,
Donc, 20 drones qui survolent la Pologne jusqu'à 300 km à l'intérieur de leurs frontières. Et là, on met des heures à discuter de est-ce qu'on a le droit d'intercepter un drone qui est une menace pour nous? Ah, ben alors ça, on se demande si on peut le faire, puis avec quels moyens. Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et on comprend maintenant qu'on est menacé par les drones. Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Il faut qu'on se réveille. Là, ce tanker, pourquoi on l'a arrêté? Parce que le président français, et il faut lui reconnaître, a dit maintenant ça suffit, il faut montrer qu'on sait réagir. On l'a arrêté pour des prétextes maritimes. Le refus d'obtempérer, c'est une plaisanterie. C'est juste comment dire, c'est une façade. Ce qui est important, c'est de dire à la Russie, nous aussi, on peut faire des choses. Et d'ailleurs, Poutine réagit tout de suite. Vous l'avez montré ce soir, il dit c'est un acte de piraterie. Et on va aller justement retrouver notre correspondante à Moscou dans quelques instants. Mais justement, Guillaume, et puis vous pouvez évidemment tous rebondir, c'était ma question. On a vu avec les incursions de drones, de chasseurs russes, encore une fois, on l'a plusieurs fois dit sur ce plateau, ça date pas d'hier, depuis la guerre froide, les soviétiques venaient chatouiller les frontières de l'Europe. Mais on a bien vu qu'effectivement, à Copenhague, l'Europe est très lente, il faut qu'on monte d'un ton, mais on n'y est pas. Est-ce que, comme on peut pas concrètement abattre un avion russe façon ce qu'ont fait les Turcs il y a quelques années, on ne va pas abattre un avion russe au-dessus de l'Estonie ou de la Pologne parce que ça pourrait dégénérer. En revanche, on va œil pour œil, dent pour dent, mais on va le faire ailleurs, notamment sur les tankers. Est-ce que c'est ça ce qui se joue? Heureusement, on ne fait pas comme Netanyahou, on n'est pas œil pour œil, dent pour dent. On se dit juste qu'il faut réagir de manière intelligente et raisonnée. Abattre un avion russe aujourd'hui, ce serait un acte de guerre contre la Russie. Par contre, on oublie 2 choses. La première, c'est que l'armée russe n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a peur. Parce que la principale arme de Poutine contre les pays européens, ce sont ni des missiles ni des drones, c'est la peur qu'il inspire. Et notre principale lacune dans nos arsenaux, c'est notre incapacité à dire à un moment, mais nous, on est prêts à se battre. Pour se battre, on peut faire une démonstration très simple. C'est que quand il y a des drones qui approchent la frontière polonaise, au-dessus de l'espace aérien ukrainien, c'est qu'on aille les abattre. Tout simplement pour montrer aux Russes que, mais nous, on peut faire la même chose. Envoyons des drones perturber la circulation aérienne sur des aéroports près de Moscou. Là, aujourd'hui, on vient quand même arraisonner un tanker à qui on dit, toi, on va regarder ce que tu fais. Pourquoi? C'est exactement ce qu'a dit le président Macron. Le but, en fait, c'est de désorganiser ce trafic qui se passe sous nos yeux, qu'on connaît parfaitement. Mais jusqu'ici, on joue les bornés en disant « Ah bah oui, mais enfin quand même, ils passent, là, ils sont en train de détourner toutes les sanctions qu'on a prises contre eux, mais on peut rien faire. » Mais bien sûr qu'on peut faire quelque chose. Pourquoi on joue les bornés? Pourquoi on a peur? Est-ce que c'est, comme toujours, la peur de l'arme nucléaire que l'Europe a aussi au passage, mais via la France et la Grande-Bretagne? On s'est désarmé intellectuellement depuis les années Gorbatchev. Désarmé intellectuellement. Absolument. 1985-1991, Mikhail Gorbatchev est au pouvoir au Kremlin. C'est la Gorbimania en France et dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'il nous raconte ce qu'on a envie d'entendre, qu'on est beau et intelligent, riche et célèbre, qu'il veut devenir une démocratie, un État de droit, une économie de marché, qu'il veut la paix. Et c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre. Donc on envoie des crédits pour en fait maintenir en vie quelque temps un système soviétique qui est totalitaire, comme chacun sait. On s'est trompé, et après la fin de l'URSS qui s'est fait elle-même harakiri en 1991, finalement, qu'est-ce qui se passe? On considère que la Russie n'est plus une menace. On ne l'étudie plus. Aujourd'hui, vous avez un grand think tank français qui a beaucoup de mal à recruter des stagiaires de nationalité française parlant parfaitement russe pour travailler. Ça montre qu'il n'y a plus de connaissances. Allez, faites l'effort de demander à des jeunes bacheliers ce qu'ils savent de la Russie d'aujourd'hui. Vous allez être tout à fait intéressés. Concrètement, on ne comprend pas que la Russie, c'est un empire, c'est dans son ADN, qu'elle a soif de territoire, qu'elle se pense en toute indépendance par rapport aux valeurs occidentales, en admettant que ce terme ait un sens encore aujourd'hui, qu'on imagine supérieur, ce qui peut se discuter, comme tout peut se discuter. Et surtout, on oublie quelque chose que toute personne qui aurait étudié la Russie sait, c'est que les Russes ne respectent qu'une chose, c'est le rapport de force. Quelqu'un qui veut discuter, il commence par lui marcher sur la figure. C'est aussi simple que ça. Je vous vois hocher la tête, Anastasia. Vous en parlez justement de votre livre. Dans votre livre, vous partez même vraiment de l'histoire de l'Holodomor en Ukraine.
cette terrible famine institutionnalisée par l'URSS à l'époque qui a fait des millions de morts. Vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit? Absolument. En fait, la Russie a parfaitement conscience que les pays européens ont peur d'une confrontation directe, qu'elle soit militaire ou, enfin, en tout cas, conventionnelle. Là, on est en train de voir en fait le passage d'attaques hybrides qui étaient en cours déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire qui n'ont pas commencé en 2022, qui se sont intensifiées. On a aussi souvent sur ce plateau parlé des ingérences ces derniers jours, les têtes de cochon, les étoiles de David, etc. Tout à fait, donc des attaques qui sont d'ordre psychologique afin de déstabiliser aussi les opinions publiques, des cyberattaques sur les infrastructures critiques afin de tester en fait les résistances et l'organisation des pays de l'OTAN. Là, on est en train de voir un basculement qui s'opère avec les moyens conventionnels pour tester en fait la détermination et l'unité des pays européens et des pays de l'OTAN. Et je pense que le retard dans la prise de conscience s'explique par justement ce qui était dit, à savoir une méconnaissance finalement de la manière dont pense la Russie, à savoir en termes psychologiques, le rapport de force prime avant tout le reste. Alors justement, que pense la Russie? On va aller retrouver sur le terrain notre correspondante à Moscou, Anne Poncinet. Anne, bonsoir. Vous avez passé notamment la journée à une conférence de presse du président russe Vladimir Poutine. Vous allez nous en parler et vous avez aussi pu interviewer Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin. Alors donc, comment réagit Moscou face à justement cette affaire du tanker russe au large de Saint-Nazaire? Cet après-midi, nous avons pu demander un commentaire à Dmitri Peskov, le secrétaire de presse de Vladimir Poutine, qui a répondu avec beaucoup de distance et un peu d'ironie, comme s'il considérait que la Russie n'est en fait pas directement concernée par cette affaire. Je ne sais pas de quel type d'hydrocarbure il s'agit, ni d'où il vient. Nous n'avons pas cette information. On parle de commerce mondial, de sources d'énergie. Le président français dit qu'on doit ralentir le trafic d'hydrocarbures. Mais il se passe quoi si ce n'est pas du pétrole russe? Est-ce que la France va créer un énorme problème sur les échanges internationaux de sources d'énergie? Qu'est-ce qui va se passer? Tout cela, c'est de l'hystérie. Mais un peu plus tard, Vladimir Poutine, lui, a été beaucoup plus direct pour condamner l'arraisonnement du bateau au large des côtes françaises. C'est de la piraterie, je suis au courant. Le bateau a été pris d'assaut dans les eaux internationales, sans base légale. Il cherchait des équipements militaires, des drones ou quelque chose de ce genre. Il n'y en avait pas. Il ne pouvait pas y en avoir. Et Vladimir Poutine a rejeté en bloc toutes les accusations sur la flotte fantôme en affirmant purement et simplement que cette flotte n'existait pas et que c'était une notion inventée de toutes pièces par les Occidentaux. Guillaume Ancel, je vous voyais réagir pendant la diffusion de ce reportage. C'est extraordinaire. Le porte-parole de Vladimir Poutine qui nous dit en gros, on n'est même pas au courant que ce que c'est que cette histoire, mais Poutine 2 heures après qui dit c'est de la piraterie, vous vous rendez compte, vous avez arrêté à nos bateaux, parce que c'est bien de ça dont il parle, sinon ça ne le concernerait pas. Mais en fait, il faut le réintégrer dans son contexte, sinon on ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Poutine l'a dit un tout petit peu plus tard. Il dit en fait, l'Europe veut empêcher le règlement de la guerre en Ukraine. Et c'est ça son sujet. C'est qu'en fait, en ce moment, la négociation sur la fin de la guerre en Ukraine continue, sous l'égide de Donald Trump, qui est très ennuyé parce que ça n'avance pas du fait de l'attitude de Poutine, mais Poutine est très clair sur le sujet. Il exige 6000 km² du Donbass pour dire « j'ai gagné la guerre ». Et le président Zelensky, appuyé par les Européens, dit « il n'en est pas question », parce que ce serait mettre par terre tout le droit international qui régit nos relations. Donc, on ne fera pas de concessions, on ne donnera pas au plus fort le territoire qu'il n'a jamais conquis. Alors Poutine exerce une pression sur qui? Sur les pays européens. Regardez bien ces provocations. Il n'y en a pas une qui soit adressée aux États-Unis, Donald Trump. Il prend bien garde de ne surtout pas faire ça. Il s'attaque aux pays européens pour leur montrer qu'en fait, ils sont fragiles. Ils sont faibles, ils ne savent même pas repérer un drone. Alors l'intercepter, c'est d'une complexité. Puis là, ce bateau qui passe, Poutine ose nous dire, vous n'avez pas de base légale pour l'arrêter? Parce que lui, il avait une base légale pour envahir et essayer de soumettre un pays frère, l'Ukraine. Mais c'est une plaisante. En fait, il se moque de nous en permanence. Et la seule chose qu'il comprend, encore une fois, c'est les messages de force. C'est-à-dire que tant que nous, on n'aura pas abattu un drone, et peut-être demain, un avion de combat russe qui s'approcherait de nos frontières, une fois qu'on a prévenu, il faut le dire avant, quand on va faire ça,
je pense qu'à ce moment-là, la Russie changera d'attitude. Mais tant que nous, nos réactions consistent à se mettre à courir dans tous les sens en montrant qu'on est incapable de prendre une décision, il avance, il continue et il exige que le Donbass soit simplement une reddition. Allez, justement, on va poursuivre la discussion juste après le rappel de titre. On se retrouve dans 2 minutes après votre journal, Cécile Bartoli. Vous venez de l'entendre, Vladimir Poutine a qualifié de piraterie l'interception au large des côtes françaises du pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe. Le capitaine de ce navire arrêté hier va être jugé pour refus d'obtempérer. D'une même voix, les dirigeants européens réunis à Copenhague réitèrent la volonté de l'Europe à ne pas se laisser faire. Poutine ne devrait pas sous-estimer notre détermination. Il existe vraiment une très grande unité et une détermination très forte à faire face ensemble à cette agression. 2 personnes ont été arrêtées après un attentat terroriste qui a fait 2 morts et 4 blessés devant une synagogue à Manchester. L'assaillant a lui été tué par les forces de police. L'attaque a eu lieu le jour de la fête de Yom Kippour. À la suite de cet attentat, le Premier ministre britannique annonce qu'il va davantage sécuriser les lieux de culte juifs. Le compte n'y est pas, affirme Bruno Retailleau. Le chef des Républicains reçu par Sébastien Lecornu prévient que la participation de son parti au prochain gouvernement n'est à ce stade pas acquise du tout. Une réunion est prévue avec les parlementaires LR ce soir. Ils veulent un accord avec le gouvernement avant de s'engager aux côtés du Premier ministre. Gérard Miller est mis en examen pour des viols et agressions sexuelles sur 6 femmes entre 2000 et 2020. Il avait été présenté à des juges d'instruction après la fin de sa garde à vue ce matin. Il est soupçonné d'avoir abusé de ces femmes pendant des séances d'hypnose à son cabinet ou à son domicile. Le célèbre psychanalyste a initialement contesté les faits. Voilà pour le rappel des titres, Loïc. Merci Cécile, on vous retrouve tout à l'heure à 22h. On poursuit la discussion sur la guerre hybride que semble livrer la Russie à l'Europe. On parlait de ce pétrolier au large de Saint-Nazaire arraisonné par les militaires français. On poursuit la discussion et on va notamment aller aussi sur le front en Ukraine. On est avec Anastasia Fomitchova. Bonsoir, vous êtes politologue ukrainienne, vous avez fait des études en France, mais vous êtes surtout infirmière de combat. Vous êtes engagée, vous venez de livrer un livre absolument bouleversant. Volia, engagé volontaire dans la résistance ukrainienne chez Grasset. Et on va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Pierre Verluise, docteur en géopolitique, directeur du site diploweb.com. Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre, auteur de Petites leçons sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre aux éditions Autrement. On en parlait il y a quelques instants et l'Europe a peur en tout cas de montrer les muscles. Et à vos côtés également Aude Soufi Burridge, journaliste spécialiste des questions internationales à France Info. Juste pour poursuivre la discussion qu'on avait juste avant le journal de Cécile, on va regarder ce que l'Europe essaye de mettre en place et on est encore dans cette montée en puissance très lente et peut-être encore assez naïve, avec un mur anti-drone. Les chefs d'État en ont parlé à Copenhague. Luc Lacroix nous explique en quoi peut s'agir ce mur anti-drone et on en parle juste après. C'était il y a quelques semaines. Sur le front en Ukraine, notre équipe filme l'interception de drones russes. Et dans ce domaine, c'est l'Ukraine qui fait la leçon aux Européens. Car la menace touche désormais l'Union européenne, comme avec ses incursions de drones en Pologne début septembre. L'Europe va donc construire un mur anti-drone. Où va-t-il se situer? Le long des 3400 km de frontière avec la Russie et la Biélorussie. Et toutes les technologies seront utilisées. Défilés pour capturer les drones lancés avec un pistolet ou grâce à un autre drone dans le ciel. Technologie la plus utilisée, le brouillage. L'armée française est déjà équipée de fusils brouilleurs comme celui-là qui neutralise les drones. Et elle cherche à innover avec ce laser qui est encore en test pour détruire un drone à distance. Alors, j'ai envie de vous poser à tous une question très large. Ce mur anti-drone, est-ce qu'on a les moyens de le faire, les moyens financiers, les moyens technologiques et puis surtout l'unité européenne pour le faire? On a l'impression, encore une fois, que tout cela est plein de bons sentiments, mais voilà, qu'on a peur d'y aller et que c'est encore très poussif. L'objectif est remarquable. Parce que oui, bien sûr, il faut qu'on trouve des moyens de lutter contre les drones. Le moyen de le faire vient d'un autre siècle. C'est-à-dire qu'on se lance dans des programmes lourds qui vont coûter des milliards, alors que ça deviendra une ligne Maginot. Ce qu'on voit en Ukraine, parce que les seuls qui ont progressé sur le sujet, c'est ceux qui sont allés en Ukraine.
pour faire des entreprises communes ou pour envoyer des experts auprès des soldats ukrainiens pour voir ce qui se passait. Ce qu'ils nous disent, c'est que toutes les nouvelles technologies sont obsolètes en moins de 3 mois. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans des programmes lourds parce qu'ils seront obsolètes dès le moment où ils arriveront. Par contre, ils auront coûté cher. Ce qui est crucial, c'est déjà de se mettre ensemble entre Européens pour savoir comment on évolue sur des programmes très rapides qui permettent de sortir des armes ou des contre-armes sur les drones. Aujourd'hui, la technologie qui est à mon avis la plus mûre, c'est celle des Ukrainiens qui consiste à faire des drones, chasseurs de drones. C'est celle qui est la moins coûteuse et qui, quelque part, évolue le plus vite. Tout le reste, ce dont on a très bien parlé dans le sujet là, par exemple les lasers, ils sont très lourds à déployer. Surtout, les lasers sont sensibles aux conditions météo. C'est quand même bené de ne pas savoir abattre un drone quand il y a du brouillard. Voilà, ça peut être un petit peu délicat, un peu réducteur. Mais peut-être que demain, ce sera une arme extraordinaire. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire avec les technologies qui existent, dans des programmes très légers, très rapides. Et c'est là où le fait que ce soit une initiative européenne est extrêmement important, que chacun ne joue pas dans son jardin face à une menace commune. Juste pour finir justement sur ce domaine-là, Pierre Verluise, est-ce que, voilà, pourquoi l'Europe a-t-elle du mal toujours à... Est-ce qu'on a l'impression que l'Europe a quand même pris compte de la menace et des dangers, mais on a toujours du mal à se mettre en ordre de bataille? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué de se mettre en ordre de bataille à 27, tout simplement? Surtout parce que l'Europe communautaire a été faite, et ce n'est pas un défaut, pour la paix, après 2 guerres mondiales. Donc c'est tout à fait respectable. Mais dans son ADN, l'Europe communautaire n'a pas de capacité de défense, ni même d'ambition de puissance autre que commerciale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où on racontait que l'Union européenne était une puissance parce qu'elle était une puissance commerciale. Il fallait que les élèves de 3e abondent dans ce sens. On a vu cet été combien la dimension commerciale de l'Union européenne impressionnait beaucoup les États-Unis. Et c'est un autre sujet. L'UE n'a pas dans son ADN, jusqu'à il y a peu, la quête de puissance. Pourquoi ? Parce qu'elle a pensé pendant très longtemps qu'elle pouvait se remettre pieds et poings liés dans la main des États-Unis qui, via l'OTAN, qui compte aujourd'hui 32 pays, ce qui est quand même beaucoup, dont de mémoire 23 sont de l'UE, pour assurer sa sécurité. Et on vit un moment tout à fait extraordinaire en ce moment. C'est-à-dire que l'assurance qu'on pensait avoir avec l'OTAN commence à être questionnée dans le sens où la confiance que nous avions dans l'OTAN pour assurer notre sécurité à cause des États-Unis de Donald Trump. C'est grâce à un monsieur Trump avec lequel les Russes ont des relations depuis les années 80 à minima. Ça, c'est extraordinaire. Les gens qui ont mis ça sur pied, le tamponnage de Trump et derrière l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, je leur tire mon chapeau. Et tous ces braves gens doivent passer un excellent moment en ce moment. Et nous, l'alliance sur laquelle nous comptions, elle se fragilise. Alors, il y a des mesures qui sont prises, mais on part de tellement loin. Ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne qu'on part de tellement loin. C'est-à-dire qu'en fait, on a 40 ans de retard sur la réalité. C'est ça le problème. Donc là, l'Ukraine, tragiquement, nous confronte à la réalité et avec un temps de retard, en obligeant les Ukrainiens à combattre une main attachée dans le dos, essayez, vous verrez, c'est pas confortable. On prend encore plus de coups. On réalise que le réel existe, tout simplement. Et le réel, c'est la question de la puissance, c'est l'ambition territoriale, c'est le discours dans lequel M. Poutine est entré. Et on n'entre pas dans sa tête facilement, on ne le fait pas changer facilement. Donc c'est à nous de changer. Eh bien justement, le réel, le front, on va s'y replonger, Anastasia Fomitchova, on va aller un petit peu plus sur ce qui se passe sur le front. On va aussi, pour nos téléspectateurs, redonner, avant que vous nous livriez votre expérience sur le terrain, mais comment ça se passe aujourd'hui? On dit que la Russie grignote, avance toujours un petit peu, elle grignote, mais pas très vite, on est toujours un petit peu dans quoi? Dans un peu cette guerre de position, je crois que la Russie a gagné 1% depuis 2 ans et demi. Il faut garder à l'esprit que finalement, l'armée russe n'avance pas sur le front. C'est-à-dire qu'au prix de nombreuses vies, cette guerre est extrêmement coûteuse pour la Russie. En fait, elle n'arrive pas à s'emparer de nouvelles villes, typiquement, par exemple, la ville de Pokrovsk, à l'est de l'Ukraine. Les lignes de défense aujourd'hui du côté ukrainien sont bien installées. Il y a une expérience et donc aussi les évolutions technologiques qui ont été évoquées, qui ont complètement transformé le visage de la guerre. Et donc, oui, effectivement, les nouvelles technologies
technologies que développe aujourd'hui l'industrie militaire ukrainienne permettent en fait d'accompagner cette professionnalisation de l'armée qu'on a pu connaître depuis le début de la guerre, à savoir depuis 2014. Donc oui, il y a toujours des opérations. On va dire cette guerre est extrêmement difficile sur le plan militaire, sur la ligne de front, mais les Russes n'avancent pas. Alors, pour aller un petit peu plus loin, justement, dans votre livre que vous venez de sortir chez Grasset, racontez un petit peu aux téléspectateurs votre profil, votre destin qui est quand même incroyable et bouleversant. Vous êtes ukrainienne, vous avez fait une partie de vos études en France, vous êtes politologue, et puis la guerre éclate. Et vous vous dites, il faut que je retourne dans mon pays combattre. Et vous vous engagez comme infirmière de combat. C'est-à-dire vous avez fait des études d'infirmière où on apprend, j'allais dire, sur le tas, sur les mains, j'allais dire dans la boue, mais aussi dans le sang. Non, comme des milliers d'Ukrainiens, je n'avais pas d'expérience de guerre avant que la Russie ne décide d'envahir l'Ukraine. Donc la guerre, en vérité, a commencé déjà en 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'intervention russe à l'est de l'Ukraine. Et donc, en l'occurrence, moi, j'ai rejoint un bataillon de volontaires qui avait été créé dès 2014 pour évacuer et stabiliser des blessés de la ligne de front. Et vous aviez une formation médicale ou vous avez appris sur place ? J'ai été formée directement sur place, comme la plupart des citoyens ukrainiens qui ont rejoint les rangs de l'armée régulière aujourd'hui, puisque en fait l'armée n'avait pas été réformée depuis les années 90. Et donc, dès la première invasion de 2014, les citoyens ont été amenés à se former au combat, à se former à la médecine de guerre, et donc notamment au sein de bataillons de volontaires comme celui que moi j'ai rejoint. Donc le 24 février 2022, j'ai décidé de retourner en Ukraine parce que donc ma famille était dans la ville de Kiev, qui était quasiment encerclée, mes amis également, et donc je savais que si nous ne résistions pas, si l'armée russe parvenait à s'emparer de la ville en 24 à 48 heures, comme ce qui était dit, tout ce que nous connaissions en Ukraine allait être amené à disparaître. C'est-à-dire que la menace pour l'Ukraine, à ce moment-là, était véritablement existentielle. Aude, et puis Guillaume et Pierre, mais ce que raconte Anastasia, est-ce que c'est on l'a beaucoup dit, mais est-ce que c'est vraiment la première de toutes les erreurs d'appréciation du Kremlin d'avoir minimisé cette volonté patriotique des Ukrainiens? Je vous pose cette question haute parce que vous avez vécu en Ukraine 2 ans comme journaliste. Est-ce que avant la guerre, mais est-ce que avant l'invasion, mais après la Crimée. Le rappelle, et les Ukrainiens le rappellent tous, la guerre a commencé en 2014. Moi, j'y ai vécu en 2016-2017. Certes, à Kiev, à l'époque Kiev, la vie était normale, mais dans le Donbass, il y avait la guerre, et à Kiev, il y avait beaucoup de gens qui avaient fui le Donbass, qui d'ailleurs aujourd'hui on fuit de nouveau l'Ukraine. Il y a des gens qui ont déjà été déplacés 2 fois. Est-ce que vous sentiez déjà cet esprit-là, encore une fois, que Moscou n'a pas vu ou a minimisé? La résilience ukrainienne, elle existait à ce moment-là, mais je pense qu'on l'a tous découvert, y compris le pouvoir russe. En 2022, clairement, je pense qu'il y a eu une sous-estimation de la volonté du peuple ukrainien de résister, alors que il y avait déjà une résistance. Ce qui se passe, c'est qu'en 2014, lors de la prise de la Crimée et puis du Donbass, il y avait cette rhétorique des séparatistes russes qui en fait était une instrumentalisation de la part du Kremlin. Et de ce fait-là, beaucoup de gens à l'extérieur de l'Ukraine pensaient que finalement les Ukrainiens n'avaient pas résisté. Or, il y avait eu une propagande russe. Ça n'était pas que les Ukrainiens n'avaient pas résisté. C'est simplement qu'il y avait eu vraiment des déplacements de population, des gens qui avaient été placés là et qui avaient été instrumentalisés. Et finalement, beaucoup d'Ukrainiens ont résisté à la prise de la Crimée et à la guerre dans le Donbass. Donc oui, il y a eu sans doute de la part du Kremlin, mais aussi des Européens, une prise de conscience qui s'est faite au fil des mois de la résilience du peuple ukrainien.
Oui, Pierre et Guillaume, ouais. Je voudrais rebondir rapidement sur l'année 2014, qui a été mentionnée plusieurs fois. 2014, c'est février 2014, l'annexion illégale de la Crimée par la Russie de Poutine. Et aujourd'hui, on est en 2025. On est 11 ans plus tard. Vous vous rendez compte? 11 ans. Il a fallu 11 ans pour que dans nos petits cerveaux malades, on comprenne que oui, la guerre est une réalité dans l'Europe géographique. Vous vous rendez compte le niveau d'abaissement de vigilance intellectuelle? Et si vous suivez les efforts de défense des États membres de l'Union européenne sur ce segment 2014-2025, vous verrez que tous ne sont pas égaux. La Pologne, la Lituanie ont été assez réactives. La France, qui avait engagé, Guillaume est mieux placé que moi pour en parler, un mouvement d'abaissement de son effort de défense, a engagé un peu après, vers 2015-2016, un rebond. Mais l'Allemagne était encore très en dessous d'un minimum pour le pays le plus productif de l'Union européenne. L'Allemagne a une relation à la géopolitique encore très compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous vous rendez compte, le niveau de mollesse, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les Russes soient ce qu'ils sont, c'est une chose. Mais le fond du problème, c'est nous. Guillaume. Peut-être un mot sur la situation militaire. Le premier facteur qui a fait que la Russie n'a pas réussi à soumettre l'Ukraine, c'est la résistance ukrainienne. Si les Ukrainiens n'avaient pas résisté, si comme moi, ils s'étaient dit à l'époque, ça ne sert à rien face au rouleau compresseur russe, on ne parlerait pas de l'Ukraine aujourd'hui, on aurait une espèce de marionnette russe qui serait à la tête de l'Ukraine. D'ailleurs, c'était l'intention, bien sûr, de Poutine, et on n'en parlerait déjà plus. La résistance ukrainienne a été remarquable. Le renseignement américain leur a permis en permanence d'anticiper ce qu'allaient faire les Russes. On l'a vu au moment où la seule fois Donald Trump a coupé l'accès au renseignement américain, c'est la débâcle de Koursk. On est obligé de se replier à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les Américains qui ont un système de renseignement assez puissant pour anticiper ce que vont faire les Russes. Et c'est comme ça que les Ukrainiens n'ont jamais été submergés. Et juste une question, il existe toujours quand même, malgré tout, malgré Trump, ce renseignement? Oui, il existe, il a été rétabli parce que Trump lui-même a réalisé qu'il mettait en difficulté l'Ukraine et ses alliés. Les Britanniques, par exemple, ont été absolument sidérés de voir qu'on leur a coupé l'accès au renseignement américain pendant cette période qui a duré que quelques jours. Puis enfin, il y a le soutien européen, qu'on a toujours négligé, parce qu'on a estimé que les Européens, effectivement, ils ne voulaient pas se battre, mais par contre, ils ont mis des moyens. Et d'ailleurs, Donald Trump nous ment quand il dit que c'est les États-Unis qui ont financé la résistance ukrainienne. Non, ce sont les Européens qui l'ont financé. Aujourd'hui, l'Europe a dépensé plus pour aider l'Ukraine que les États-Unis. Et ce soutien, il est financier, mais il est aussi moral, il est politique, il est extrêmement important. On le voit aujourd'hui, la coalition des volontaires est emmenée par les Européens. En fait, si je reviens juste sur la situation militaire, en septembre, l'armée russe a conquis exactement 250 km². Je rappelle que l'Ukraine en fait 600 000. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faut 200 ans à l'armée russe pour soumettre l'Ukraine. Donc on est dans une impasse militaire. Et du coup, comment on en sort? Et c'est ça le sujet auquel on est confronté aujourd'hui. Il n'y a pas de solution militaire. L'armée ukrainienne ne manque pas d'armes, elle manque de bras. L'armée russe est à l'os. C'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de menacer qui que ce soit. Elle avance à pas de fourmi alors qu'elle y met toute sa jeunesse à l'intérieur. Donc il faut qu'on trouve une solution pour sortir de cette guerre. La solution, c'est une négociation. Mais avec Poutine, on l'a dit 3 fois ce soir, on ne négocie pas avec des bonbons, on négocie avec des coups de pied sous la table. Alors, vous en parliez, on manque de bras, notamment l'Ukraine manque de bras. On va revenir justement sur votre expérience, Anastasia. On va justement voir juste un court extrait de reportage sur ces femmes mobilisées. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, Anastasia. C'était un reportage que Stéphanie Pérez avait réalisé l'an dernier, en 2024. On regarde et on en parle juste après. Concentrées sur leur cible, encore un peu hésitantes. Ce matin glacé dans une forêt de la périphérie de Kiev, elles sont une vingtaine de femmes à se former au maniement des armes. Qu'est-ce que tu fais avec ta deuxième main là? Informaticiennes ou étudiantes, elles n'ont jamais tenu une kalachnikov de leur vie. Mais la guerre s'installe dans la durée et elles savent que l'armée ukrainienne manque de bras. Je viens acquérir les compétences pour être prête au cas où la mobilisation des femmes serait décidée prochainement. Katerina, chargée de marketing, a pris sa décision. Si la loi étend prochainement la mobilisation aux femmes, elle ne se dérobera pas. Les gaz sur le front ne sont pas éternels.
Il faut les remplacer. Je sais que je ne reviendrai peut-être pas. C'est un sacrifice. Mais plus je m'entraîne ici, plus j'accepte l'idée que je pourrais mourir sur le front. L'armée ukrainienne compte 60 000 femmes, 23% des effectifs. Une féminisation qui s'accélère depuis 2 ans. Par nécessité, plus que par souci d'égalité. Natalia, graphiste, se dit prête, mais redoute le poids des préjugés. Beaucoup de femmes qui se sont engagées dans l'armée pour combattre sont encore cantonnées à des postes dans l'administration. Donc si on me mobilise pour aller me battre, d'accord, mais si c'est pour rester dans un bureau, ça ne m'intéresse pas. Chaque semaine, elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre cette forêt pour venir s'entraîner dans la perspective d'une mobilisation des femmes. Mais dans le reste du pays, elles sont aussi très nombreuses à redouter de devoir aller sur le front. Anastasia, quand on voit ça, racontez-nous ce que vous avez relaté dans votre livre. La première fois que vous êtes arrivé au front, vous avez vécu des scènes évidemment très douloureuses, dramatiques. Vous avez vu des amis, des camarades mourir. Vous avez essayé de les sauver avec vos mains. Le premier souvenir, j'allais dire, d'horreur, ça a été quoi pour vous j'allais presque dire le moment de bascule, où vous êtes passé de votre vie parisienne ou de politologue à celle de combattant? Non, le moment de bascule a été le 24 février, lorsque l'armée russe a essayé de s'emparer de Kiev. Ensuite, malgré son retrait de la région en avril, finalement, a continué d'attaquer surtout tous les autres fronts. Ce que je trouve très intéressant dans ce reportage, et ce qui est vraiment rappelé, c'est qu'en fait, ce sont les citoyens et les citoyennes ukrainiennes qui sont dans les rangs de l'armée régulière, qui s'engagent pour continuer de faire rempart face à l'armée russe qui cherche à avancer sur le territoire ukrainien, et que nous sommes bientôt 4 ans après le début de l'invasion à grande échelle. Et la Russie est dans un processus de réarmement massif, dans une industrie de guerre, une industrie militaire qui mobilise toutes ces ressources, là où les Européens ont tardé à armer l'Ukraine. Il a fallu attendre des moments décisifs, c'est-à-dire la fin de la bataille de Kiev, pour que les Occidentaux s'accordent enfin aussi sur certaines armes à livrer à l'Ukraine. Il a fallu attendre des années avant que aussi d'autres armes soient livrées. Et donc tout ce qui se joue aujourd'hui en termes de discussion, en termes de sommet autour de cette idée en fait de pouvoir mettre un terme au conflit, ça se joue sur le terrain en termes de nombre de vies et de personnes qui s'engagent. Donc, Et justement, sur le terrain, où est-ce que vous avez trouvé le courage? Encore une fois, vous n'étiez pas militaire de carrière. Où est-ce que vous avez trouvé le courage de continuer? Les premières fois que vous avez vu des camarades mourir, que vous avez essayé de les sauver, est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit je ne vais pas y arriver? Et en fait, non. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, vous allez repartir là sur le front dans 10 jours, dans 15 jours? Parce que ça fait bientôt 4 ans que des personnes qui se sont engagées, qui étaient de simples citoyens avant l'invasion russe, qui se rendaient tous les jours au travail, qui en fait ne peuvent pas rentrer chez eux parce que la guerre n'est pas terminée. Et en fait, il n'y a qu'une seule manière de mettre fin à la guerre, c'est une défaite de la Russie. Donc, quand vous êtes sur le terrain, sur le front, vous dites « j'y suis pour que notre armée gagne ». Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous battre, de continuer. Sinon, c'est cette menace que représente la Russie aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour l'Ukraine, c'est une menace pour tout le continent européen. Et il y a ces rapports qui ont été émis aussi par les pays baltes, par l'Allemagne, par le Danemark, précisant que la Russie est en capacité de mener une guerre de plus grande ampleur d'ici à quelques années. Et ces incursions, ces violations de l'espace aérien, ces attaques hybrides que nous constatons aujourd'hui sur le territoire européen ne sont qu'une introduction. C'est-à-dire que la Russie ne montre aucun signe de volonté de s'arrêter. Donc, ça se joue aujourd'hui en Ukraine aussi. Par la Commission européenne qui nous dit que d'ici à 2030, en gros, la Russie sera en capacité de mener une guerre contre le reste
des pays européens. Et juste avant qu'on poursuive la discussion, parce que vous en parliez, le problème pour l'Ukraine, c'est de continuer aussi à trouver des bras. Il y a notre correspondant Marc de Chavron, vient d'arriver justement en Ukraine aujourd'hui, et on lui a demandé, vous allez voir, il nous a envoyé ce reportage et ce plateau, est-ce que c'était toujours difficile pour les autorités ukrainiennes de recruter des combattants, garçons et filles, pour aller sur le front? Marc, justement, on vous retrouve à Kiev. Oui, bonsoir Loïc. Effectivement, ce phénomène n'est pas nouveau. Il n'y a pas vraiment de raison pour que cela s'améliore. L'armée ukrainienne manque d'hommes. Alors le pays cherche des solutions. L'année dernière, l'âge de la mobilisation a été baissé de 27 à 25 ans. Cette année, les plus de 60 ans ont été autorisés à rejoindre les rangs de l'armée à des fonctions non combattantes, mais rien n'y fait. La mobilisation patine, elle est même très impopulaire auprès d'une partie de la population qui dénonce notamment sa brutalité. Alors en ce qui concerne l'état d'esprit des soldats, il est difficile de faire des généralités. Cela diffère d'une brigade à l'autre. Les brigades ici sont très autonomes à la fois sur leur recrutement et sur leur organisation. Mais il y a une réalité, c'est que la rotation sur la ligne de front n'a quasiment pas lieu. Les soldats sont parfois déployés pendant de longs mois et forcément, après 3 ans et demi de guerre, la fatigue se fait sentir. Guillaume Ancel, Aude en parlait en disant que voilà, la Commission européenne, les états-majors, on se rappelle de ce qu'a dit le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt, la Russie va revenir à la charge. Mais est-ce qu'elle a les moyens? On a toujours évidemment peur de cette Russie, mais on se dit, mais enfin, ils perdent des hommes, la démographie là-bas est catastrophique. Est-ce que la Russie peut vraiment être une menace, sachant que on est 450 millions, qu'on avance lentement, mais qu'on est plus riche? C'est une menace. Et quelque part, je voudrais revenir sur ce que nous avait annoncé un jour le président polonais. Est-ce que c'est normal que 450 millions d'Européens demandent à 300 millions d'Américains de les protéger contre 150 millions de Russes? Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes les plus forts? En fait, ça, c'est un problème psychologique. Regardez la manière dont les Ukrainiens se battent, alors qu'ils sont 5 fois moins nombreux que les Russes. Donc, dès le début, ils auraient pu dire, nous, c'est même pas la peine. Et pourtant, ça fait 3 ans et demi qu'ils tiennent tête à une armée qui croyait être la 2e armée du monde. Ce que vous dites, c'est que des Ukrainiens 5 fois moins nombreux que les Russes se battent et arrivent à tenir la digue. Et nous, Européens, on est 3 fois plus nombreux que les Russes et on y va mollo. Ce que je dis, c'est ce qu'a dit Pierre tout à l'heure. C'est que le plus important dans un arsenal, c'est l'esprit de défense. Si nous, dans nos têtes, on a envie de résister, personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Si nous couchons dès le moment où quelqu'un, comme le fait Poutine, nous montre 3 drones et un tanker qui traverse nos lignes, alors effectivement, ça ne sert à rien d'essayer de résister puisqu'on n'a pas l'esprit. En fait, ce qui compte, c'est l'esprit de résistance. Vous demandiez si les Russes ont les moyens. Ils ont lancé hier une nouvelle campagne de conscription pour recruter 135 000 soldats supplémentaires. La grosse différence quand même entre la Russie et l'Ukraine, c'est que les Ukrainiens, comme Anastasia le disait, ils s'engagent volontairement. Ils veulent défendre leur pays. Alors certes, il y a un problème de main-d'œuvre dans l'armée, notamment parce que même si l'âge de la conscription a été baissé l'année dernière de 27 à 25 ans, le pouvoir ukrainien se refuse toujours à engager les très jeunes parce que ce sont eux l'avenir du pays. Alors que les Russes, ils raclent les fonds de tiroir, ils menacent, ils appâtent les potentiels soldats pour en faire de la chair à canon. Et ça, c'est la grosse différence. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas marcher sur la durée. Ils amputent un avenir aussi démographique de la Russie de demain. Jusqu'à présent, se refuse à faire. Et Guillaume Ancel, vous parliez d'esprit de résistance dans les 2 dernières minutes qui nous restent. Et on aime bien faire ça dans cette émission Sur le terrain. On aime bien regarder dans le rétro. Je vais vous montrer à tous une archive de l'INA qui date du 1er janvier 1944. Et vous allez comprendre pourquoi je vous la montre, Anastasia. On parle de ces femmes qui étaient engagés dans la résistance ou dans l'armée française. Regardez, vous verrez aussi une célébrité. Voici le commandant Duménil qui s'est enrôlé dès juin 1940. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Ces jeunes femmes que vous voyez ici sont capables de réparer et d'entretenir les moteurs, de les mettre en marche.
Prête d'aider au sol le pilote dans les innombrables besognes du mécano. Anastasia, le mot de la fin, voilà, c'est vous avec plus de 80 ans d'écart. Donc vous allez repartir dans 15 jours sur le front. Oui, nous n'avons pas le choix. Nous devons continuer de nous battre et je souhaiterais que les Européens aussi prennent conscience du sursis que le sacrifice des Ukrainiens leur donne pour se préparer à une confrontation avec la Russie, vu que la Russie ne montre aucun signe de volonté de s'arrêter. Bon, eh bien, merci pour ce débat, cet éclairage. Évidemment, Anastasia, on rappelle le titre de votre livre, Volia, engagée volontaire dans la résistance ukrainienne chez Grasset. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance pour cet incroyable acte de courage que vous allez réentreprendre dans quelques jours sur le front ukrainien.